Comme tu le sais, j'ai investi plusieurs millions dans une vingtaine de startups dans les 3-4 dernières années. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une différence entre ce que je vais appeler l'entrepreneur amateur et l'entrepreneur expérimenté ou le vrai entrepreneur. Plutôt le vrai entrepreneur parce qu'entrepreneur expérimenté, malheureusement, j'ai eu des cas d'entrepreneurs soi-disant expérimentés ou repeat entrepreneurs où en fait c'était chaotique, voire parfois pire que des primo-entrepreneurs. Et je pense que certains primo-entrepreneurs sont des vrais entrepreneurs et des gens en qui tu peux avoir 100% confiance. Mais il y a quand même une grosse différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui, selon moi, vont droit dans le mur. On va appeler ça des primo-entrepreneurs puisque je trouve que c'est quand même des erreurs qui sont assez communes chez les gens qui se lancent pour la première fois et qui lèvent des fonds. L'erreur numéro 1, c'est des gens qui veulent pivoter tous les 2 mois. En fait, ils pensent que pour qu'un business fonctionne, il faut tout le temps faire des pivots jusqu'à ce que tu trouves du jour au lendemain une étincelle. Alors qu'en réalité, avant de bien comprendre un problème et avant de bien être sûr que ta proposition de valeur, elle match ce problème et cette audience, il faut un peu plus de temps. Et que les gens qui aujourd'hui, surtout aujourd'hui, sont patients. Pourquoi je dis aujourd'hui? Parce que quand tu regardes en fait avec tout ce qu'on a et avec le vibe coding, donc des gens qui peuvent lancer entre guillemets des SaaS en 1 semaine, 2 semaines, etc. avec Lovable ou autre, les gens ont l'impression que les success stories, c'est lancer un SaaS et au bout de 3 mois, tu es censé faire 1, 2, 3 millions d'ARR. C'est des anomalies. Les gens ont l'impression que c'est ce qui se passe en IA. La réalité, c'est que 99,9999999% des gens qui lancent des SaaS n'arriveront jamais à atteindre 15-20K de MRR, donc de revenus récurrents mensuels, et n'atteindront jamais le million parce que c'est extrêmement compétitif, c'est extrêmement complexe et que la plupart des gens, et ça c'est une loi assez classique dans tout ce que tu fais, que ce soit un effort physique ou que ce soit l'entrepreneuriat, la plupart des gens abandonnent, la plupart des gens sont faibles et on est dans une société où les gens sont encore plus faibles que dans le passé, où les entrepreneurs un peu plus âgés savent qu'il faut être patient. Aujourd'hui, on est dans une génération de TikTokers, d'Instagrammeurs qui pensent que avec l'effort d'un doigt, on peut passer à du contenu totalement différent, ou pensent que un réel résume l'effort de 6 mois pour courir un marathon et donc que c'est accessible à tout le monde. La réalité, c'est que la plupart des gens sont des consommateurs et pas vraiment des gens qui passent à l'action. Et donc, il y a une vraie prime, mais une vraie prime à être patient. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce truc de arrêter de pivoter tous les 2 mois, parce que en fait, ça met du temps d'être connu dans un marché, ça met du temps d'avoir les intérêts composés, d'avoir du bouche à oreille, etc. Et il faut être patient. Un autre truc qu'ils font, c'est lors des board meetings, ils écoutent forcément ce que leur disent les investisseurs et donc à chaque board meeting, ils vont changer de stratégie. Ça, je l'ai vu trop de fois. Bon, maintenant, je fais plus du tout de board et tout, mais je l'ai fait un peu pendant un moment et franchement, c'était l'enfer de voir des gens qui changent leur stratégie tous les quarters alors qu'ils ont commencé à faire quelque chose qui fonctionne. La règle, elle est très simple. Lorsque tu fais et que tu veux faire grossir ta boîte, il faut que tu sois focus à faire plus de ce qui marche pour être meilleur dans ce qui marche et pas différent. Donc arrête de vouloir changer de canal d'acquisition. Si tu fais pas plusieurs millions de revenus, ça ne sert à rien d'avoir plein de canaux d'acquisition. Pour moi, il faut que tu sois focalisé sur un canal d'acquisition et ce canal, tu vas le poncer. Plus tu vas le poncer, plus tu vas devenir bon et plus ça sera scalable. Ça, c'est ultra important. Erreur numéro 1 aussi des primo-entrepreneurs, ils n'arrivent pas à garder les talents dans leur équipe. Souvent, c'est parce qu'ils se sentent en compétition avec des gens qui sont potentiellement meilleurs qu'eux et du coup, ça se passe mal. Ton but en tant qu'entrepreneur, c'est recruter des gens qui soient bien meilleurs. Les gens bien meilleurs, tu les reconnais parce que c'est des gens qui savent eux-mêmes te donner leurs objectifs et les atteindre. Ça, c'est des gens exceptionnels. Ensuite, tu as les gens excellents ou très bons. C'est des gens, tu leur donnes un objectif et une fois que tu leur as donné l'objectif, ils savent l'atteindre par eux-mêmes. Les gens moyens, c'est des gens à qui tu as besoin de donner l'objectif et à qui tu as besoin de faire des weekly updates avec eux et aussi leur montrer comment faire la plupart du temps. Les gens moyens, c'est des gens qui n'atteignent pas les objectifs qu'ils se fixent. Numéro 4, erreur classique, penser que scaler, ça veut dire recruter plus de personnes. Le vrai scale, surtout quand tu bosses en tech, c'est d'être capable de générer plus de revenus avec des efforts qui soient moindres. Il y a que comme ça que globalement, tu arrives à créer vraiment de la scalabilité. Donc un exemple tout con, on peut prendre WhatsApp. WhatsApp, ils avaient une équipe de
19 ingénieurs. Ils ont réussi à scaler mois par mois leurs utilisateurs de 10, 15, 20, 30, 40, 50% juste avec la même équipe, mais en utilisant des ressources qui peuvent scaler telles que les serveurs. Autre problème aussi que je vois chez les primo-entrepreneurs, ils préfèrent toujours la valorisation la plus haute plutôt que les termes les meilleurs. J'en ai déjà parlé pas mal dans des vidéos, mais ce qui est ultra important quand tu lèves des fonds, c'est de regarder les termes des levées de fonds et pas juste la valorisation. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la liquid pref qui globalement veut dire que si ta boîte se revend, les investisseurs peuvent récupérer une fois, deux fois ou trois fois la mise qu'ils ont mis avant que toi tu ne récupères 1 euro, ce qui veut dire que typiquement dans la plupart des exits que tu vois lorsqu'il y a des fonds au capital, en fait les fondateurs se retrouvent avec très peu d'argent ou quasi rien. Il y avait un mec d'ailleurs je crois qui avait monté Crème de la Crème qui a fait une vidéo là-dessus et qui explique pourquoi lui s'est retrouvé avec quasiment rien lors du rachat de sa boîte pour quelques millions je crois. Et enfin, l'erreur très classique aussi des primo entrepreneurs, c'est d'être obsédés par leurs investisseurs. Les investisseurs, c'est bien. Les investisseurs, ils peuvent te mettre la pression, etc. Mais ce qui est important, en fait, quand tu montes ta boîte, c'est d'avoir le contrôle et c'est d'avoir une vision. Nous, tu vois, on avait revendu 20% de l'Emlist pour 30 millions. C'est le cash qu'on avait pris dans notre poche. À ce moment-là, quelques mois plus tard, on a commencé à avoir une sorte de ralentissement de la croissance. Donc, évidemment, pour des investisseurs, quand ils te donnent cet argent à toi en perso, ils commencent à paniquer, commencent à être un peu stressés parce que leurs LPs, donc Limited Partners, les gens qui ont investi dans leurs fonds, veulent aussi des comptes et c'est important. Pour eux, c'était le plus gros risque et le plus gros investissement qu'ils avaient fait. Donc, ils étaient stressés et il y avait évidemment de la pression. Néanmoins, je savais exactement ce qu'il fallait qu'on fasse pour réussir à retrouver de l'attraction et potentiellement aller tout dégommer. Je savais pas combien de temps ça allait prendre. Donc, pour un investisseur, c'est pas très rassurant. Mais je savais exactement ce qu'on devait faire et mon but c'était pas d'être obsédé par les investisseurs, c'était d'être obsédé par la vision, par la stratégie et par l'équipe qu'on était en train de construire et être sûr que malgré le ralentissement de la croissance, on allait garder de la motivation et une envie de tout déchirer. Et ça c'est le plus important. Quand tu vois des gens qui en fait vont penser trop court-termiste afin de faire plaisir à leurs investisseurs, généralement c'est des boîtes qui vont droit dans le mur. J'espère que tu m'as souhaité à tes souhaits. On est en plein été et je suis malade comme à toutes les rentrées. Tiens, on va faire un petit tour de magie. Choisis une carte. Hop, regarde la carte, me la montre pas. Ok, tac, tac, tac. On va faire. On est d'accord, elle était dans le milieu de paquet. Est-ce qu'elle est remontée? Oui, elle est remontée. Voilà, je suis en train de devenir magicien. Passons à la suite. Les startups CEO qui sont plus expérimentés. Donc, ce que j'ai appelé initialement les vrais entrepreneurs. Pour moi, dès le départ, en fait, quand ils lèvent des fonds, leur but, il est simple, c'est de construire une super équipe qui soit lean et ultra efficace. Lean, pour ceux qui sont allés aux États-Unis et qui aiment bien le bœuf, lean beef, c'est mince. Ça veut dire, c'est pas gras, c'est rapide, c'est fin. Donc c'est une petite équipe mais super efficace. Donc c'est des super teams, c'est des équipes où en fait tu as des profils qui globalement sont l'équivalent de 10 personnes. Tu prends les meilleurs dans chaque domaine, tu fais une équipe de tueurs afin de tout déchirer et tu cherches pas d'avoir je sais pas genre 14, 15 stagiaires juste pour pouvoir dire à tes potes que hey, regarde, on a une grosse équipe, ça marche super bien. Non, t'es ultra focus avec une équipe talentueuse afin d'aller trouver ton product market fit et afin d'aller atteindre ton premier million le plus rapidement possible. Ils sont bien évidemment au courant que le scale, c'est pas de recruter des gens, mais c'est de rajouter de plus en plus de clients payants de façon ultra répétable. Eux, ce qu'ils regardent en premier quand ils lèvent des fonds, c'est pas forcément la valorisation. Ils vont négocier beaucoup plus les termes parce qu'ils savent que c'est ce qui est ultra important au moment de l'exit, que c'est ultra important lorsque tu as ta boîte et que tu as envie justement de l'amener dans la bonne direction. Il faut que ça soit toi le capitaine. Donc ça, c'est ultra important. Leur focus, c'est le contrôle. Un autre point aussi que je vois, c'est que les entrepreneurs plus aguerris, ils savent en fait que ça prend du temps. Moi, ce que je vois, et ça c'est assez marrant, mais très souvent, tu as des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, je veux lever des fonds et t'inquiète pas, tu auras un super retour sur investissement en 3 ans. Dans 3 à 5 ans, on va revendre. » Ça arrive très rarement en fait. Et quand ça arrive de revendre après 3 ou 5 ans, tu peux avoir des bonnes opportunités. Je dis pas que c'est tout le temps une mauvaise idée, mais généralement c'est pas les plus gros exits. Pour une raison qui est assez simple, c'est que construire un business, ça prend vraiment du temps. Je pense qu'on sous-estime en fait ce qu'on peut réussir à faire en 10 ans, mais qu'on surestime clairement ce qu'on peut faire en 2-3 ans. Et ça, c'est vachement important de l'avoir en tête. Et je pense que le dernier point qui est aussi ultra important, mais les CEO expérimentés ou les entrepreneurs expérimentés, ils sont obsédés par leurs clients. La seule chose qui est importante, c'est leurs clients. La seule chose qui est importante, c'est la personne en fait qui paye. Il y a que ça qui les passionne. Ils ont pas peur d'aller se confronter aux clients. Ils ont pas peur que le client leur dise ce que t'as fait, c'est de la merde. Ils vont vraiment essayer de comprendre
pourquoi c'est de la merde, comment ils peuvent s'améliorer, comment ils peuvent apporter une vraie solution à un vrai problème. Et ça, c'est un truc que les primo-entrepreneurs ont souvent peur de faire parce qu'ils ont réussi à convaincre quelques personnes, ils ont eu de la traction. Et en fait, ils ont un château de sable ou un château de cartes, peu importe comment on veut l'appeler. Et donc, ils ont peur de rajouter des briques dessus et que tout s'effondre. Donc, la plupart du temps, ils ont peur de parler à leurs clients. Et d'ailleurs, si tu es entrepreneur et que tu as ta boîte, un vrai test à faire, c'est quand est-ce que c'est que la dernière fois que tu as échangé avec un client, que ce soit par message, LinkedIn, email, téléphone, peu importe. Si la réponse c'est il y a plus d'une semaine, pose-toi des questions. Sur cette magnifique conclusion, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très vite. Bisous. Pouh.